Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Sois muy importantes en este momento porque vais a interpretar el público. Y sin público no puede haber una obra de teatro. Os voy a explicar en pocas palabras qué es lo que vais a ver. Un grupo de profesores durante esta semana hemos seguido un curso donde Jean-Luc Pariès, aquí presente, que es el director de la obra que vais a ver, nos ha instruido sobre una técnica teatral que él ha llamado versión pupitre, que nos ha parecido interesante por las aplicaciones que puede tener después en la docencia. Vais a ver, se trata de una técnica teatral donde lo más importante está en la forma de verbalizar, de expresar a través del lenguaje, claro, también con una puesta en escena que hay que dominar. Lo que hemos pensado es que este tipo de puesta en escena, de versión pupitre, se podía después aplicar en la docencia. De ahí podemos sacar una serie de ejercicios muy interesantes para mejorar las producciones orales en lengua francesa. Y también hemos pensado que es una técnica teatral que también permite conocer bien las obras de teatro, meterse en el teatro. O sea que tenía aplicaciones tanto en el campo de la lengua como de la literatura. Y bien, esto es un ejercicio práctico, lo que vais a ver. Hemos trabajado 3 días y nuestro profesor y director teatral se ha empeñado desde el principio en que acabáramos practicando y mostrándoos, pues eso, una versión pupitre. Y es lo que vamos a hacer. ¿De qué obra se trata? Una obra interesante, por muchas razones. Es interesante sobre todo para mis estudiantes de literatura segunda lengua, puesto que tenemos en el programa La Princesse de Clèves. Se trata de una adaptación que ha hecho la autora Louise de Trolligne específica para un ejercicio de clase a partir de su obra La Veuve la Confession, que está inspirada justamente en La Princesse de Clèves. Y tenemos que darle las gracias porque nos ha adaptado precisamente texto para que podamos gestionarlo y representarlo en un tiempo breve. Por lo tanto, lo que vais a ver es, pues eso, un episodio de La Princesse de Clèves, reescrito, recreado por Louise de Trolligne y con una adaptación específica para una versión pupitre. Primero tengo que dar las gracias a todos los que han permitido que esto tenga lugar, porque es una acción concertada entre el Servei de Formación Permanente, el Departamento de Filología Francesa e Italiana y también la Facultad de Filología. Últimamente, si no hay varios intervenientes, es difícil que podamos sacar proyectos como este adelante. Esto es un principio, nuestra idea es que el año que viene los estudiantes mismos de francés o de otros títulos hagan algo en técnica, con la dramatización de la versión pupitre. Y nada más, también está aquí Louise de Trolligne y al acabar la obra no tiene ningún inconveniente en discutir, en hablar con vosotros. De hecho vais a ver que os van a interpelar desde la ficción, os van a preguntar algo desde la ficción, después podremos debatir con la autora y con mis compañeros que son todos profesores, yo digo ya, son profesores de francés y una tenemos de inglés también, que ha colaborado, con lo cual pues mucho más transversal. Y con esto creo que lo he dicho todo. Muchas gracias por venir. Contemporains d'aujourd'hui qui allons jouer 2 personnages historiques qui ont vraiment vécu au XVIIe siècle, le grand siècle de Louis XIV, Versailles, etc. Moi, Madame de Lafayette, petite noblesse, vive, intelligente, pétillante. Et toi, Monsieur de la Rochefoucauld, grande noblesse française, caractère bien trempé, plus âgé et voyant avec difficulté. Ils relisent ensemble à 2 voix une partie du fameux roman de l'époque, La Princesse de Clèves, qui vient d'être publié sans nom d'auteur, avec par-ci par-là quelques commentaires sur sa parution. Les autres personnages apparaissent au fur et à mesure de la lecture. La reine Dauphine, le prince de Clèves, Madame de Chartres, mère de la princesse, la princesse de Clèves elle-même, et enfin le duc de Nemours. Mais cette lecture sera aussi pour Lafayette et la Rochefoucauld un prétexte, afin qu'ils se permettent par en dessous en conversation oblique. C'est cela, non?
une conversation amoureuse. Une sorte de double jeu sur l'ambiguïté de leur rapport, sur cet amour-amitié qu'ils entretiennent avec ferveur sans se l'avouer. Exactement. Alors, on y va? Petit salon de lecture dans la bibliothèque de Madame de Lafayette. Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde. Elle était une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune et l'avait laissée sous la conduite de Madame de Chartres, sa mère, qui avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité. Elle lui faisait voir d'un autre côté quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme. Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eut en France. Et quoiqu'elle fût dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, sa mère, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant dans sa 16e année, elle voulut la mener à sa cour. Lorsqu'elle arriva, on fut surpris de sa grande beauté, et surpris avec raison. Le lendemain qu'elle fut arrivée, elle alla pour assortir des pierreries chez un bijoutier italien. Le prince de Clèves arrive lui aussi chez le bijoutier. Il est tellement surpris de la beauté de cette jeune femme qu'il est incapable de cacher sa surprise. Et elle ne peut s'empêcher de rougir. Monsieur de Clèves la regarde avec admiration. Et il ne peut comprendre qui est cette belle personne qu'il ne connaît point. Il s'aperçoit que ses regards l'embarrassent. Il lui paraît même qu'il est cause qu'elle a de l'impatience de s'en aller. Et en effet, elle sort assez vite. Monsieur de Clèves se console de la perdre de vue, dans l'espérance de savoir qui elle est. Mais il est bien surpris quand on lui apprend qu'on ne la connaît point. Mais Madame la Dauphine lui dit: C'est sans doute la fille de Madame de Chartres qui vient d'arriver à la cour. Si vous voulez revenir chez moi demain, je vous ferai voir cette beauté dont vous êtes si touché. Venez, Monsieur de Clèves. Voyez si je ne vous tiens pas ma parole. Et si en vous montrant cette demoiselle, je ne vous fais pas voir cette beauté que vous cherchiez. Remerciez-moi de lui avoir appris l'admiration que vous aviez déjà pour elle. Monsieur de Clèves s'approche d'elle et lui murmure: Je vous supplie, mademoiselle, de vous souvenir que j'ai été le premier à vous admirer et que, sans vous connaître, j'éprouve tous les sentiments de respect et d'estime qui vous sont dus. À partir de là, Clèves en devient fou amoureux et veut l'épouser. Il lui parle de son dessein et de sa passion, et il la presse de lui faire connaître quels sont les sentiments qu'elle a pour lui. Elle rend compte à sa mère de cette conversation, et Madame de Chartres lui dit: Il y a tant de grandeur et de bonne qualité dans Monsieur de Clèves que, si vous sentez votre inclination portée à l'épouser, j'y consentirai avec joie. Je lui remarque les mêmes bonnes qualités, madame, et je l'épouserai même avec moins de répugnance qu'un autre. Mais je n'ai aucune inclination particulière pour sa personne. Dès le lendemain, le prince de Clèves fait parler à Madame de Chartres. Madame de Chartres reçoit positivement la proposition qu'on lui fait. Et elle ne craint point de donner à sa fille un mari qu'elle ne peut aimer, en lui donnant le prince de Clèves. Clèves se sent heureux, sans pourtant être entièrement content. Est-il possible que je puisse n'être pas heureux en vous épousant? Cependant,
Il est vrai que je ne le suis pas. Vous n'avez pour moi qu'une sorte de bonté qui ne me peut satisfaire. Vous n'avez ni impatience, ni inquiétude, ni chagrin. Il y a de l'injustice à vous plaindre, et il me semble que la bienséance ne permet pas que j'en fasse davantage. Il est vrai que vous me donnez de certaines apparences dont je serais content s'il y avait quelque chose au-delà. Je ne touche ni votre inclination, ni votre cœur, et ma présence ne vous donne ni de plaisir, ni de trouble. Je ne me trompe pas à votre rougeur. C'est un sentiment de modestie, et non pas un mouvement de votre cœur. Et je n'en tire que l'avantage que j'en dois tirer. La princesse ne sait que répondre, et ses distinctions sont au-dessus de ses connaissances. Madame de Chartres voit bien que le prince de Clèves ne l'a pas touchée, non plus que les autres. Cela fait qu'elle prend de grands soins de l'attacher à son mari. Pendant ce temps, le duc de Nemours, qui était à Bruxelles, se hâte de venir à la cour. Dès le soir que je fus arrivé, j'allais rendre compte au roi et recevoir ses ordres et ses conseils. J'allais ensuite chez les reines. La princesse de Clèves avait lui parlé de ce prince comme de ce qu'il y avait de mieux fait et de plus agréable à la cour. Elle passa tout le jour chez elle à se parer pour se trouver le soir au bal. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença. Tout à coup, on entend un grand bruit vers la porte de la salle de bal, comme quelqu'un qui entre avec fracas. Madame de Clèves achève de danser, et pendant qu'elle cherche des yeux quelqu'un qu'elle a dessein de prendre pour une nouvelle danse, le roi lui crie de prendre celui qui arrive. Elle se tourne et voit un homme qu'elle croit d'abord de pouvoir être que monsieur de Nemours, qui passe par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on danse. Monsieur de Nemours est tellement surpris de la beauté de Madame de Clèves que lorsqu'elle lui fait la révérence, il ne peut s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand il commence à danser, on entend partout des murmures de louanges. Oh. Ils ne se sont jamais vus, et c'est assez étrange de les voir danser ensemble sans se connaître. Les reines les appellent quand ils ont fini, et la dauphine leur demande. N'avez-vous pas envie de savoir qui vous êtes? Et vous en doutez-vous? Pour moi, madame, je n'ai pas d'incertitude. Mais comme madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour le reconnaître, je voudrais bien que votre majesté ait la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Je vous assure, madame, que je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien. Et il y a même quelque chose d'obligeant pour monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. Le lendemain, la princesse de Clèves voit le duc de Nemours. Elle le voit jouer à la paume avec le roi. Elle l'entend parler. Les jours suivants, elle le voit toujours se rendre tellement maître de la conversation qu'il fait, en peu de temps, une grande impression dans son cœur. Il est vrai aussi que, comme Monsieur de Nemours sent pour elle une inclination violente, qui lui donne cet enjouement qu'inspire les premiers désirs de plaire, il est encore plus aimable qu'il n'a accoutumé de l'être. De sorte que, se voyant souvent, et se voyant l'un et l'autre ce qu'il y a de plus parfait à la cour, il était difficile qu'ils ne se plussent infiniment. La passion de Monsieur de Nemours pour Madame de Clèves fut d'abord si violente qu'elle lui ôta le goût et même le souvenir de toutes les personnes qu'il avait aimées. J'allais souvent chez la reine dauphine parce que la princesse de Clèves y allait souvent. Il prit une conduite si sage et s'observa avec tant de soin que personne ne le soupçonna d'être amoureux.
Mais Madame de Chartres ne le voyait que trop. Elle jugeait bien le péril où était sa fille, d'être aimée d'un homme fait comme Monsieur de Nemours. Elle se mit un jour à parler de lui. Elle lui en dit du bien, et il mêla beaucoup de louanges empoisonnées. Il a une conduite, ma fille, qui fait qu'il est incapable de devenir amoureux. Il ne se fait qu'un plaisir, et non pas un attachement sérieux, du commerce des femmes. Surprise de ce que lui dit sa mère, la princesse change de visage et de retour chez elle, s'interroge en silence. Je vois que les sentiments que j'ai pour le duc de Nemours sont ceux que Monsieur de Clèves m'a tant demandé. Mais je trouve qu'il est honteux de les avoir pour un autre que pour un mari qui les mérite. Et cette pensée me détermine à conter à ma mère ce que je ne lui ai pas encore dit. Elle se rend le lendemain matin dans sa chambre, mais elle trouve que sa mère a un peu de fièvre, de sorte qu'elle ne veut pas lui parler. Les jours suivants, la fièvre redouble. Elle augmente de manière considérable. Madame de Clèves ne sort plus de sa chambre. Clèves, son mari, y passe aussi presque tous les jours. J'avais toujours eu beaucoup d'amitié pour le prince de Clèves. Je trouve donc le moyen de voir plusieurs fois Madame de Clèves en faisant semblant de chercher son mari. Il le cherchait même à des heures où il savait bien qu'il n'y était pas. Madame de Clèves ne peut s'empêcher d'être troublée de sa vue et d'avoir pourtant du plaisir à le voir. Mais la maladie de Madame de Chartres empire. On commence à désespérer de sa vie. Madame de Chartres fait retirer tout le monde et appelle la princesse de Clèves. Ma fille, le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmentent le déplaisir que j'ai de vous quitter. Vous avez de l'inclination pour Monsieur de Nemours. Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçu de cette inclination. Vous êtes sur le bord du précipice. Songez ce que vous devez à votre mari. Songez ce que vous vous devez à vous-même. Et pensez que vous allez perdre cette réputation que je vous ai tant souhaitée. Ayez de la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour. Obligez votre mari de vous emmener. Ne craignez point de prendre des parties trop rudes et trop difficiles. Quelques affreux qui vous paraissent d'abord, ils seront plus doux dans la suite que les malheurs d'une séduction. Mais si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie, pour n'en pas être le témoin. La princesse de Clèves fond en larmes sur la main de sa mère. Adieu, ma fille. Finissons une conversation qui nous attendrit trop l'une et l'autre. Et souvenez-vous, si vous pouvez, de tout ce que je viens de vous dire. La princesse de Clèves sort de la chambre de sa mère. Son mari ne la quitte pas. Et aussitôt après la mort de Madame de Chartres, il l'emmène à la campagne. Monsieur de Nemours vient voir Monsieur de Clèves à la campagne. Je fais aussi ce que je peux pour rendre visite à la princesse de Clèves. Mais elle ne le veut point recevoir. Et sentant bien qu'elle ne peut s'empêcher de le trouver aimable, elle fait une forte résolution de s'empêcher de le voir et d'en éviter toutes les occasions qui dépendraient d'elle. Nemours et Clèves retournent à Paris à la cour, et Clèves revient le surlendemain à Coulommiers. Je crois qu'il faut que vous reveniez aussi à Paris avec moi. Il est temps que vous voyiez le monde. Monsieur, malgré ma douleur, je consens à mon retour. Madame de Clèves revient donc le lendemain. Elle se trouve plus tranquille sur Monsieur de Nemours qu'elle n'a été. Tout ce que lui a dit sa mère en mourant et la douleur de sa mère avait fait une suspension de ses sentiments qui lui faisait croire qu'ils étaient entièrement effacés.
Le soir même où la princesse de Clèves arrive à Paris, Madame la Dauphine vient la voir. Madame de Clèves, ce que j'ai le plus d'envie de vous apprendre, c'est qu'il est certain que Monsieur de Nemours est passionnément amoureux et que ses amis le plus intimes non seulement ne sont point dans sa confidence, mais qu'ils ne peuvent deviner qui est la personne qu'il aime. Ce duc est tellement changé qu'on ne le reconnaît plus. Et ce qui étonne davantage, c'est qu'on ne lui voit aucun commerce, ni aucune heure particulière où il se dérobe, en sorte qu'on croit qu'il n'a point d'intelligence avec la personne qu'il aime. Quel poison pour la princesse de Clèves que le discours de Madame la Dauphine, le moyen de ne se pas reconnaître pour cette personne dont on ne savait point le nom. Le duc de Nemours, qui espérait le retour de la princesse de Clèves avec impatience, attend pour aller chez elle l'heure où les dernières visites en sortent. La princesse était sur son lit. Il faisait chaud, et la vue de Monsieur de Nemours achève de lui donner une rougeur qui ne diminue pas sa beauté. Je m'assois vis-à-vis d'elle, avec crainte et timidité. Je demeure quelque temps sans pouvoir parler. Madame de Clèves aussi est stupéfaite, et il garde assez longtemps le silence. Enfin, Nemours prend la parole. Les grandes afflictions et les passions violentes font de grands changements dans l'esprit. Et je ne me reconnais pas depuis que je suis revenu de Flandre. Beaucoup de gens ont remarqué ce changement, et même Madame la Dauphine m'en parlait encore hier. Il est vrai qu'elle a remarqué et je crois lui en avoir ouï dire quelque chose. Je ne suis pas fâché, madame, qu'elle s'en soit aperçue. Mais je voudrais qu'elle ne fût pas la seule à s'en apercevoir. Les femmes jugent d'ordinaire de la passion qu'on a pour elles, par le soin qu'on prend de leur plaire et de les chercher. Mais ce n'est pas une chose difficile. Ce qui est difficile, c'est de les éviter. Par peur de les séparer trop public, et quasi à elles-mêmes, les sentiments qu'on a pour elles. Et ce qui marque encore mieux un véritable attachement, c'est de n'avoir plus d'ambition, ni de plaisir, après avoir été toute sa vie occupée de l'un et de l'autre. Madame de Clèves entend bien la part qu'elle a à ses paroles. Les paroles les plus obscures d'un homme qui plaît donnent plus d'agitation que les déclarations ouvertes d'un homme qui ne plaît pas. Elle reste sans réponse. Et Nemours aurait pu goûter son silence si l'arrivée du mari, M. de Clèves, n'avait pas mis fin à sa visite. La reine Dauphine faisait faire des portraits en petit de toutes les belles personnes de la cour, pour les envoyer à la reine, régente d'Écosse, sa mère. Le jour qu'on achève celui de Madame de Clèves, Madame la Dauphine vient passer l'après-dîner chez elle. Nemours arrive aussi. Il ne laisse échapper aucune occasion de la voir. La Dauphine interroge le prince de Clèves. Monsieur de Clèves, n'auriez-vous pas un autre petit portrait de votre femme pour le voir auprès de celui que l'on achève? Monsieur de Clèves fait chercher le portrait. Tout le monde dit son sentiment de l'un et de l'autre. Et Madame de Clèves demande au peintre. Pouvez-vous raccommoder quelque chose à la coiffure du portrait que l'on vient de porter? Le peintre, pour lui obéir, ôte le portrait de la boîte où il était, et après y avoir travaillé, il le remet sur la table. Madame de Clèves aperçoit, par un des rideaux à demi fermés, Monsieur de Nemours, le dos contre la table, et elle voit que sans tourner la tête, il prend adroitement quelque chose sur cette table. Elle n'a pas de peine à deviner que c'est son portrait, et elle en est si troublée que Madame la Dauphine le remarque.
Vous ne m'écoutez pas. Mais que regardez-vous donc, Madame de Clèves? À ces paroles, Nemours se tourne. Il rencontre les yeux de Madame de Clèves et il pense qu'il n'est pas impossible qu'elle l'ait vue. Il s'approche d'elle. Si vous avez vu ce que j'ai osé faire, ayez la bonté, madame, de me laisser croire que vous l'ignorez. Je n'ose vous en demander davantage. Et il s'en va. Le soir, on cherche le portrait. Comme on trouve la boîte vide, on croit qu'il est tombé par hasard. Monsieur de Clèves dit à sa femme, d'une manière qui fait croire qu'il ne le pense pas. Vous savez sans doute quelqu'un m'en caché, à qui vous avez donné ce portrait, ou qui l'a dévoré. Ces paroles font très vive impression dans l'esprit de Madame de Clèves. Je me souviens de tout ce que Madame de Chartres, ma mère, m'a dit en mourant, et des conseils qu'elle m'a donnés. Il me semble que je dois avouer à mon mari l'inclination que j'ai pour Monsieur de Nemours. Cette pensée l'occupe longtemps. Ensuite, elle est étonnée de l'avoir eu. Elle y trouve de la folie et retombe dans l'embarras. Veux-je manquer à Monsieur de Clèves? Veux-je manquer à moi-même? Et veux-je enfin m'exposer au cruel repentir et aux mortelles douleurs que donne l'amour? Je suis vaincue par l'inclination qui m'entraîne malgré moi. Et je fais aujourd'hui tout le contraire de ce que je fais, de ce que j'ai résolu hier. Il faut m'arracher de la présence de Monsieur de Nemours. Il faut m'en aller à la campagne. Et si mon mari s'opiniâtre à l'empêcher, ou en vouloir savoir les raisons, peut-être lui ferais-je le mal, et à moi-même aussi, de les lui apprendre. Quand Clèves revient, elle le supplie. Je veux aller à la campagne, je me trouve mal, j'ai besoin de prendre l'air. Pendant que vous irez à Compiègne avec le roi, permettez que j'aille à Coulommiers. Où il possède une belle maison à une journée de Paris. Elle y va dans le dessein de ne pas en revenir si tôt. Nemours a une telle impatience de revoir la princesse qu'il décide d'aller chez sa sœur, Madame de Mercœur, qui était elle aussi à la campagne, assez près de Coulommiers. Mais à ce mot de Coulommiers, sans réfléchir, il va à toute bride vers le château. Je découvre alors une sorte de pavillon. J'y entre et je vois venir par une allée du parc Monsieur et Madame de Clèves, accompagnés d'un grand nombre de domestiques. Comme il ne s'attendait pas à trouver Clèves, sa première réaction est de se cacher. J'étais entré, pensant ressortir par une porte ouverte sur la forêt. Mais, voyant que la princesse et son mari se sont assis sous le pavillon, je ne peux résister au plaisir de voir la princesse, ni d'écouter leur conversation. J'entends que Clèves dit à sa femme: Vous avez depuis quelque temps un goût pour la solitude qui m'étonne. Je vous trouve même plus triste que de coutume. Et je crains que vous n'ayez quelques sujets d'affliction. Mais le tumulte de la cour est si grand, il y a toujours un si grand monde chez vous qu'il est impossible que le corps et l'esprit ne se lassent et que l'on ne cherche du repos. Le repos n'est guère propre pour une personne de votre âge. Et je craindrais plutôt que vous ne fussiez bien aise d'être séparés de moi. Vous me feriez une grande injustice d'avoir cette pensée. Mais je vous supplie de me laisser ici. Si vous y pouviez demeurer, j'en aurais beaucoup de joie. Ah, madame, votre air et vos paroles me font voir que vous avez des raisons pour souhaiter d'être seule, que je ne sais point, et je vous conjure de me le dire. Ne me contraignez point à vous avouer une chose que je n'ai pas la force de vous avouer, quoique j'en ai eu plusieurs fois le dessein. Songez seulement que la prudence
ne veut pas qu'une femme de mon âge demeure exposée au milieu de la cour. Que me faites-vous envisager, madame? Eh bien, monsieur, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. Mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donne la force. Il est vrai que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Quelque dangereux que soit le parti que je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous. Je vous demande 1000 pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent. Du moins, je ne vous déplorerai jamais par mes actions. Songez que pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié, plus d'estime pour un mari que l'on n'a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi, et aimez-moi encore si vous pouvez. Clèves reste pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même. Quand elle a fini de parler, qu'il jette les yeux sur elle, qu'il la voit à ses genoux, le visage couvert de larmes, il l'embrasse en la relevant. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il n'y a jamais eu de femmes au monde. Vous m'avez donné de la passion de le premier moment que je vous ai vu. Je n'ai jamais pu vous donner de l'amour et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Qu'a-t-il fait pour vous plaire? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Je m'étais consolée en quelque sorte de ne l'avoir pas touché par la pensée qu'il était incapable de l'être. Cependant, un autre fait ce que je n'ai pu faire. J'ai tout ensemble la jalousie d'un mari et celle d'un amant. Vous m'estimez assez pour croire que je n'abuserai pas de cet aveu. Mais madame, achevez. Et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter. Je vous supplie de ne me le point demander. Je suis résolue de ne vous le pas dire. Et je crois que la prudence ne veut pas que je vous le nomme. Ne craignez point, madame. Et encore une fois, je vous conjure de m'apprendre ce que j'ai envie de savoir. Vous m'empresseriez inutilement. J'ai de la force pour taire ce que je crois ne pas devoir dire. L'aveu que je vous ai fait ne l'a pas été par faiblesse. Et il faut plus de courage pour avouer cette vérité que pour entreprendre de la cacher. Nemours, de son côté, ne perd pas une parole de cette conversation. Et ce que vient de dire la princesse lui donne autant de jalousie qu'à son mari. Il est si fou amoureux d'elle. Je ne pardonnerai jamais à Clèves de ne pas obliger sa femme de dire ce nom. Il me semble que vous devez être content de ma sincérité et ne me donnez point lieu de me repentir de ce que je viens de faire. Contentez-vous de l'assurance que je vous donne encore qu'aucune de mes actions n'a fait paraître mes sentiments et que l'on ne m'a jamais rien dit dont j'ai pu m'offenser. Ah, madame, je ne vous saurais croire. Je me souviens de l'embarras où vous fûtes les jours que votre portrait se perdit. Vous avez donné, madame, vous avez donné ce portrait qui m'était si cher. Vous n'avez pu cacher vos sentiments. Vous aimez, on le sait. Est-il possible que vous puissiez penser qu'il y ait quelque déguisement dans un aveu comme le mien, qu'aucune raison ne m'obligeait à vous faire? Croyez, je vous en conjure, que je n'ai point donné mon portrait. Il est vrai que je le vis prendre, mais je ne voulus pas faire paraître que je le voyais, de peur de m'exposer et me faire dire des choses que l'on ne m'a encore osé dire. Par où vous a-t-on donc fait voir qu'on vous aimait? Et quelle marque de passion vous a-t-on donc donné? Épargnez-moi la peine de vous redire des détails qui me font honte à moi-même de les avoir remarqués et qui ne m'ont que trop persuadé de ma faiblesse. Vous avez raison, madame, je suis injuste. Refusez-moi toutefois que je vous demanderai de pareilles choses. Mais ne vous offensez pourtant pas si je vous les demande. Je suis contraint de rentrer à Paris et je vous conjure de me rejoindre dès demain. À la suite de la lecture l'autre soir chez Madame de Sablé, la discussion a été fort vive. Oui, on me l'a rapporté. Savez-vous que l'on est partagé sur ce livre-là à se manger?
C'est surtout cette scène de l'aveu qui a suscité les commentaires les plus passionnés. C'est le nœud même de l'ouvrage. Cette confession héroïque et folle. La hardiesse de la scène a provoqué une sorte de stupeur. Monsieur Bussy-Rabutin ne s'est pas gêné pour s'écrier haut et fort. L'aveu de Madame de Clèves à son mari est extravagant. L'aveu est le point culminant du livre. Il a été l'objet d'une savante préparation. Et d'ailleurs, j'invite les lecteurs à prendre parti et à déclarer si la vertueuse Madame de Clèves eut tort ou raison d'avouer à son mari sa passion pour Monsieur de Nemours. D'autres que j'éviterai de nommer glosent sur vous ici, rue de Vaugirard, votre mari en Auvergne, mes visites quotidiennes chez vous. Et puisque le livre a été édité sans nom d'auteur, ils sont allés jusqu'à me poser directement la question. Votre chère amie, Madame de Lafayette et vous-même, ne seriez-vous pas pour quelque chose dans la composition de ce roman? Ils veulent des scènes violentes, des drames intimes, des vies impossibles. Je hais comme la mort que les gens puissent croire que j'ai des galanteries. Laissez-les dire. Vous avez réformé mon cœur. Et vous, vous m'avez donné de l'esprit. Bravo. 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 Notre autrice est là, Luce d'Outre-Ligne. Donc, c'est l'occasion, si vous voulez, de commenter avec elle, d'avouer sa passion. ¿Hizo bien o no hizo bien la princesa? Confesar su pasión. Pourquoi Madame de Lafayette a-t-elle eu cet intérêt pour apparaître comme une historienne, comme une mémorialiste? Je ne sais pas si les autres a pensé à ça. Oui, c'est-à-dire là, voilà le livre qu'on a fait paraître, qui est intéressant pour les étudiants, puisque vous avez une page en français, une page en espagnol à chaque fois. Bon pour faire des exercices de français. Voilà. Et donc, là, évidemment, c'est ma version complète. Là, vous avez vu juste une partie de ma version complète. Alors, sur le contexte historique, moi je dois vous avouer aussi, je ne suis pas du tout historienne. Bon, ça peut m'intéresser, mais quand même, je trouve ces premières pages. Comme disait d'ailleurs un critique même de l'époque, je ne sais plus qui c'est, mais il disait enfin, ce roman s'appelle La princesse de Clèves et vous faites 50 pages sans qu'on parle de la princesse. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on voit que Madame de Lafayette veut montrer qu'elle est mémorialiste ou historienne, voilà. Parce que c'est une profession pour des écrivains qui est à la mode, qui est à la mode alors. Moi j'ai l'impression qu'elle fait un surexercice pour montrer que c'est pas seulement de la fiction, mais que c'est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de France, les mémorialistes, Brantôme, etc. Parce que c'est très bien documenté. Oui, c'est très documenté. Énormément. Et puis les autres personnages sont des personnages qui ont existé, réels. Hein, le duc de Nemours, tout ça a existé. La seule invention, c'est la princesse de Clèves. Voilà. C'est vrai qu'on a plus envie de se concentrer, enfin moi ça a été mon cas, sur l'intrigue qui est finalement dans toutes les séries télévisées. C'est-à-dire vous avez la jeune fille, le mari, l'amant, la rivale et la mère. On fait une série avec ça. Hein. Par contre, mais justement pour le lecteur espagnol, c'est un roman qui parle d'un moment de l'histoire de la France où l'Espagne et la France ont énormément de rapports. Nous trouvons là l'histoire du mariage de Philippe II avec Isabelle de Valois. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le texte, je trouve qu'il est quand même... Après, on pourra parler de pourquoi c'est un roman qui est si intriguant et qui reste intriguant, mais c'est quand même la figure de la mère, que vous avez vu un peu ici, parce que pour moi, c'est vraiment les injonctions maternelles qui créent une pression. En plus, elle meurt, elle dit ça en mourant, et juste au moment de mourir, elle dit à sa fille, vous êtes au bord du précipice. C'est vraiment très dur à supporter quand on est une jeune fille de 16 ans, d'avoir une telle pression maternelle. Les étudiants ont été un peu frappés par l'attitude de la princesse. Nous avons discuté un peu de ça en cours. Hein. Les uns comprenaient, et les autres ne la comprenaient pas. Les autres se demandaient si à un moment donné, rien
n'empêche notre bonheur, pourquoi nous créer des devoirs et nous-mêmes empêcher notre bonheur? Mais d'autres gens disaient que, quelles que soient les raisons, la princesse quand même a l'audace de prendre une décision et de faire ce qu'elle veut, qu'elle soit conditionnée ou non. Oui, elle est conditionnée, mais en même temps, c'est sa seule liberté, je dirais, aujourd'hui. Peut-être que la seule liberté de la princesse, c'est d'oser dire non jusqu'au bout. C'est-à-dire, oui, tout le monde va dire, mais enfin, vas-y, quoi, tu peux, il est libre, t'es libre, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, vous aimez aller ensemble. Bon, peut-être que sa seule liberté, c'est de dire, bah, non. Alors après, ça vient, on peut l'expliquer par la psychanalyse, l'injonction de la mère, etc. Mais quand même, pour moi, c'est sa seule liberté. D'ailleurs, il y a un personnage, c'était Louis XIV, qui voulait en faire sa maîtresse, et qui pour échapper, c'est pour le faire dans un couvent, Oui. Pour échapper directement, pour se préserver. Et il y a aussi l'histoire, c'est Madame Monsieur de Combalet, je pense, non? Oui. Cette histoire, deux personnes dans les mêmes circonstances, ils ont été amants pendant que vivait le mari est mort, et après, ils n'ont pas voulu continuer. Donc c'est un personnage de fiction, mais qu'est-ce qui imite la réalité? Mais de toute façon, c'est toujours une question. Bon, ce que je dis là dans le texte, quand M. de La Rochefoucauld font un commentaire sur le livre, c'est des commentaires réels qui ont eu lieu à l'époque. C'est-à-dire dire mais c'est extravagant, mais c'est ridicule, d'autres qui ont dit non, c'est formidable. Ça a toujours fait polémique, Ouais. ça continue à faire polémique. C'est-à-dire on ne comprend pas cette attitude de cette jeune fille. Et ça a été une grande polémique aussi en France, parce qu'on a eu un président à un moment donné qui s'appelait Sarkozy, et qui avait fait 3 déclarations publiques violentes contre le texte, en disant, parce qu'il se trouvait que ce texte, les apprentis de l'administration française, ils avaient ça dans leur concours. Alors il a dit, mais c'est ridicule, ce texte ridicule, pourquoi avoir donné? Et ça a créé des manifestations dans Paris, où des gens de la culture, ça, on se promenait avec des affiches. Et on lisait en public dans la rue. Oui, on lisait dans la rue le texte et on se promenait. Je suis la princesse de Clèves. Et les filles, les gars, ils défilaient dans les manifs en disant je suis la princesse de Clèves. Sur Internet, vous cherchez, vous trouverez les 2 entretiens où Sarkozy parle de ça. Mais il dit aussi qu'il avait beaucoup peiné à lire le livre quand il était au lycée. Ouais. Il avait dit ça aussi. C'est pour ça que désespéré, il est allé en Libye Il d'ailleurs. avait beaucoup de difficultés à lire le livre. Il avait Du dit. coup, il était dans l'île. Maintenant, il a un bracelet. Mais- Moi, je voudrais juste intervenir pour féliciter vos professeurs. Oui. Parce qu'ils ont fait un travail formidable, vous savez, en quelques heures. Hein. Ça fait depuis lundi qu'on travaille. Et vraiment, je voudrais vous féliciter parce que moi, je suis metteur en scène de théâtre, metteur en scène professionnel. Et je me suis régalé à travailler avec vos professeurs qui ont bien voulu se prêter au jeu et à la discipline de la version pupitre. Et je dois dire que c'était pas facile pour eux. Et vraiment, bravo, bravo, bravo. Si vous voulez bien les applaudir encore. Parce que, Moi, je tiens aussi à remercier du côté espagnol à Jean-Luc Paliès et Louise Outreling. Nous entretenons déjà une amitié intellectuelle avec eux depuis quelques années. Ils sont venus plusieurs fois déjà ici à Valence. Mais c'est la première fois qu'on a fait quelque chose comme ça. Et j'espère que c'est le début de... peut-être. On va faire une troupe, d'autres aventures à l'avenir. Merci Jean-Luc et Louise pour être avec nous. Merci à vous.